Alors Napoléon meurt sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821 à 5h49 de l'après-midi précisément, on ne parle pas de 17h49 à cette époque-là. Et il y est depuis 5 années environ, et il meurt de maladie, et les Anglais et les Français sont en conflit l'un contre l'autre, et donc ils n'acceptent pas de rendre le corps de Napoléon. Eh bien, on arrête l'horloge, on fait l'autopsie, et puis ensuite on va placer le corps de Napoléon, après la veillée des fidèles de Napoléon qui sont sur l'île de Sainte-Hélène. On va emmener son corps dans un char funèbre jusqu'à un endroit qu'on appelle le Val du Géranium à ce moment-là. En tous les cas, c'est un des surnoms qui a été donné. Un endroit que Napoléon aime particulièrement et sur lequel il y a des saules pleureurs qui poussent, et il y a une source d'eau claire qui coule. Et donc il est enterré là en mai 1821. De 1821 à 1840, le corps de Napoléon reste sur l'île de Sainte-Hélène. Je vous rappelle qu'en 1821, c'est encore sous le règne de Louis XVIII. Donc la mort de Napoléon, le 5 mai 1821, en Europe, elle passe quasiment inaperçue. Il y a très peu d'annonces, il y a peu d'éléments, les gens ne se souviennent pas très bien, pas toujours très bien en tous les cas. Mais par contre, à partir de ce moment-là, l'île de Sainte-Hélène va devenir un lieu de pèlerinage. Et ensuite, eh bien, il va y avoir des demandes pour rapatrier le corps de Napoléon de l'île de Sainte-Hélène en France, en tous les cas. Et ce rapatriement n'est pas accepté jusqu'à 1840. Louis-Philippe Ier est roi des Français. Et donc il s'agit pour Louis-Philippe Ier, qui est venu au pouvoir avec la Révolution de 1830, d'essayer de concilier un petit peu ces différentes oppositions autour d'un projet, et donc autour du retour du corps de Napoléon. Assez vite, les avis vont se ranger dans le dôme des Invalides, sur le dôme des Invalides. Donc on parle plus du chef militaire, puisque je vous rappelle qu'on est avec un roi des Français. On va réintégrer l'histoire napoléonienne dans l'histoire française, mais il ne faut pas non plus que ça entache ou que ça perturbe le pouvoir royal en place. Donc voilà pourquoi le dôme des Invalides est choisi, et surtout, il y a une phrase extraite du Testament qui est revenue à 2 fois sous une forme un petit peu différente, qui dit « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Donc effectivement, l'hôtel des Invalides, c'est au bord de la Seine. Napoléon, dès le moment où il est premier consul, aime ce lieu, va continuer l'accueil des soldats invalides de ses armées, va aussi transformer le dôme des Invalides, qui n'est plus une église royale depuis la Révolution française, va le transformer en mémorial, en ramenant tout d'abord le tombeau du maréchal de Turenne, grand chef de guerre de l'époque de Louis XIV, puis le cœur du maréchal Vauban, ingénieur militaire de l'époque de Louis XIV. Le voyage va commencer. Louis-Philippe Ier envoie un de ses fils, que vous avez vu sur une des scènes du dôme des Invalides, le prince de Joinville, qui à bord de la frégate La Belle Poule va engager le voyage pour aller chercher le corps de Napoléon avec les fidèles de Napoléon, ceux qui étaient déjà là sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Il y a bien sûr des oppositions, il y a aussi une montée du bonapartisme d'un côté. En tous les cas, en ce qui concerne la cérémonie en elle-même, c'est une cérémonie où on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, qui est grandiose. Le cortège et le char funèbre va être tiré, notamment de Courbevoie, va passer sous l'arc de triomphe de l'Étoile et va arriver donc aux Invalides. Et donc il va y avoir par contre beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui de produits dérivés
qui vont être créés. Donc il y a tous ceux qui reviennent de l'île de Sainte-Hélène, les fervents de Napoléon qui vont écrire les mémoires, leur aperçu de la tombe de Sainte-Hélène, etc. Et on va créer des objets comme ça, des images, mais aussi des petits cercueils, etc. qui vont être vendus très très largement. Il va y avoir donc pas mal de polémiques autour de cette question de l'esclavage, du rétablissement de l'esclavage. Il va y avoir des polémiques aussi au niveau de l'empoisonnement, etc. Et donc l'exposition que nous proposons dès que le musée pourra être réouvert, eh bien, c'est justement d'arriver sur la fin de la vie de Napoléon. On a fait tout un cycle sur les différentes périodes de la vie de Napoléon. Là, on arrive à la fin du cycle sur cette mort à Sainte-Hélène et on vous réserve des surprises aussi bien au niveau scientifique, puisque l'idée c'est aussi de convoquer des éléments scientifiques divers et variés pour pouvoir mieux connaître encore cette période. Napoléon est devenu un personnage de mythe, entre guillemets. Il a créé lui-même sa légende, c'est devenu une sorte de mythe. Et effectivement, eh bien, on sait très bien que même dans les sources que nous pouvons avoir, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il faut arriver, avec les périodes napoléoniennes, à séparer la légende de la réalité historique. Mais parfois, c'est encore assez complexe. Encore aujourd'hui, la première chose que nous avons faite tout à l'heure au début de cette interview, c'est de voir la statue de Napoléon qui trône dans la cour d'honneur des Invalides. Et effectivement, je peux poser la question à un petit Américain, un petit Japonais qui ne connaît absolument pas l'histoire de France. Dans 95% des cas, je leur montre cette statue et ils me disent « ça c'est Napoléon ». Donc Napoléon, c'est un personnage qui est très très largement connu, plus ou moins justement, et c'est pour ça que dans les musées, on est là aussi pour évoquer ces choses qui sont dites, ces légendes qui sont transmises, et puis voir quelle est la réalité de la légende.